c'est la dernière table ronde de la journée, comme moi je devrais pas. Merci à tous et toutes les intervenants qui sont venus aujourd'hui pour la qualité de leur travail, pour leur témoignage, pour leur engagement. Merci une fois, c'est extrêmement précieux pour nous. Merci à toute l'équipe de la licence promo 24-25 pour ce magnifique travail. Et donc vraiment, c'est super. Je l'ai que ça à dire. Voilà, on remercie aussi bien sûr l'Institut d'études théâtrales. On remercie l'UFR Arts et Médias qui nous offre le pot que nous n'avons pas mangé ce midi et que vous mangerez, j'espère, avec délice à 17h au 6e étage. Et puis merci à toute l'équipe technique aussi qui nous accueille et à Julien qui a coordonné. C'est très très précieux. Voilà, ça c'était pour le moment remerciement. Maintenant je laisse la place à Violaine. Merci Armelle. Par une quatrième table ronde. Dans cette des ateliers, c'est les relations entre artistes et participants. Alors, tout au long, on va traverser tout ce qui s'est dit. Mais moi, j'ai noté des mots. Il a été question de parcours, de voyager avec, de processus, de rencontres qui nourrit la création. Ça déplace. De co-construction aussi, c'est beaucoup revenu, voilà, de dons, de contre-dons, partir du réel, de l'intime pour se raconter des histoires. Voilà, donc je vais juste avant de lancer vraiment la table ronde, représenter enfin, juste faire le tour des gens qui participent. Élodie Boudet, Cécile Fresbrel, Pauline Pessier, Martha Grandferré, Sébastien Rivet et Anoucha Yuri. Voilà, donc entre artistes et participants, réciprocité et tension, analyse des enjeux esthétiques, politiques et pédagogiques de la participation. Moi j'ai l'impression qu'on est, enfin, vous n'êtes pas là par hasard, que ce que vous faites c'est nourri par un vrai engagement. Donc je vais vous laisser la parole. Pour échanger autour de ces questions-là. J'ai pas compris la question, mais non, mais juste, je refais ma présentation de ce matin parce que j'ai omis de dire quelque chose. Donc, je viens de l'Institut d'études théâtrales dans ma formation. J'ai fait une maîtrise à l'Institut théâtral en 2002 que j'ai soutenue devant monsieur, ici présent, et que j'ai soutenu grâce à Daniel Lemayeux, quand même, sur le théâtre-outil, et je dois en parler, parce que Daniel Lemayeux, sans lui, cette licence pro n'existerait pas. Voilà, donc la boucle est bouclée dans mon parcours, voilà, donc c'est parfait. Je voulais vraiment redire cette chose-là. Donc effectivement, je viens du théâtre outil. Comme je disais tout à l'heure, le stylo permet de faire une action précise et concrète, parce que l'outil, c'est le stylo qui prolonge la main. Et le théâtre outil, c'est un théâtre qui se prolonge, qui permet des actions concrètes et précises. Voilà, dans ma démarche. Je travaille exclusivement avec les auteurs et les autrices de théâtre contemporain. Je travaille sur les textes et justement, c'est l'outil de base aussi. Et comment est-ce qu'il se prolonge avec tous les participants, les actrices pro ou présents. Et donc la relation aux participants, c'est ça. Moi, ce qui compte vraiment, j'ai l'impression dans ma pratique, c'est la plus grande horizontalité des choses. C'est qu'il n'y a pas un sachant, une sachante et des gens qui ne savent pas. Effectivement, moi j'apprends autant que les participants, participantes apprennent. Je pense sincèrement et je pense qu'un projet qui
qui réussit, enfin qui fonctionne, c'est un projet où justement il y a cette réciprocité. Donc, alors après, on va parler de la politique. C'est ça, parce qu'en définitive, parler politique, c'est parler effectivement des enjeux de pouvoir dans un atelier ou dans une création, en fait. Et je pense que moi, je laisse en général cette réponse-là au plateau de théâtre et au public. Donc j'essaye de mettre en place des processus créatifs d'écoute qui font qu'il va se passer quelque chose lors de ce rassemblement, mais je ne peux pas vraiment prédire quoi avant que ça se passe, en fait. Et peut-être que là, j'ai envie de parler d'un truc, j'ai envie de parler de la peur de l'inconnu. Parce qu'en fait, je suis très très mauvaise pour rassurer et participants et artistes qui travaillent avec moi par rapport à cette peur-là. Parce que je suis même moi où je ne sais pas où je vais quand j'arrive, parce que la plupart du temps je ne sais pas où je suis non plus. Et donc voilà, je veux bien qu'on parle de ce truc-là, en fait, de cette peur de l'inconnu et comment est-ce que ensemble on y répond, on arrive à y répondre, à faire en sorte qu'il se passe justement cette rencontre, ce rassemblement, ce sens que ça crée pour nous de rencontrer l'autre. Voilà. La peur de l'inconnu dans la pure expression, la peur de l'inconnu de la réponse, non. Mais oui, effectivement, c'est une question qui est effectivement assez tangible. Je me représente très succinctement. Élodie Goudet, je suis directrice artistique de la compagnie La Vadrouille Mobile, qui est basée à Rouen, en Normandie. Moi, j'interviens aujourd'hui et j'ai choisi d'intervenir sur une étude de cas très concrète que la compagnie rencontre depuis 3 années maintenant, qui est des interventions d'action culturelle au sein d'une fondation qui s'appelle la Fondation Les Nids, comme des nids d'oiseaux, qui a pour but de prendre en charge des enfants qui sont placés judiciairement. C'est un public avec des petits empêchés pour le coup, effectivement, et en tout cas des enfants avec des présents, des passés extrêmement lourds et des futurs très incertains parce qu'ils ne savent pas du tout combien de temps ils vont rester dans cette fondation. Ils ne savent pas du tout si jamais ils vont pouvoir réintégrer le foyer familial. Leurs parents viennent leur rendre visite quand ils ont le droit, et c'est pas toujours évident. Donc voilà. Moi, je travaille avec un public du coup qui est dans l'inconnu, dans cette fameuse inconnue. Et en effet, du coup, moi, j'ai tout de suite une responsabilité très forte qui est d'arriver en étant extrêmement investi du projet que l'on va faire. C'est-à-dire qu'il y a le cadre que je pose, cercle de parole pour commencer, pour terminer, etc. Ces choses-là. Je ritualise à chaque fois l'atelier que je fais, c'est hyper important pour eux parce qu'ils ont énormément besoin de cadre. C'est quelque chose, ils sont en demande, ils ont besoin de limites, de choses comme ça pour se sentir en sécurité. Sinon, je n'obtiens rien de toute façon. Et les règles que je m'impose à moi, qui sont plus silencieuses, c'est d'être extrêmement investi d'une semaine à une autre. Et c'est pas facile parce que quand on est porteur de projet, quand on est directeur artistique, quand on a 50 rendez-vous avec des institutions, des directrices de théâtre, etc., ou qu'il faut juste refaire le site web et qu'on est à la bourre, c'est pas évident d'arriver avec un atelier, comment dirais-je, tout prêt et tout investi, mais je passe des nuits blanches, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je m'investis vraiment de ces choses-là parce qu'ils le sentent en face. Et on en parlait aussi ce matin, c'est des publics avec une très faible estime d'eux-mêmes. Ils n'ont même pas 10 ans, ils sont déjà mis au banc de la société, que ce soit au terme de l'école, au terme de la famille, du cas familial, de choses comme ça. Donc il faut leur rapporter un petit peu de gaieté, de joie et de responsabilisation, on va dire, sur comment est-ce qu'ils peuvent s'emparer de l'atelier théâtre qui est le leur. De même, l'écriture est très collective. Moi, j'écris à partir de leurs improvisations. On fait une espèce de canevas. J'écris de mon côté parce que ça va plus vite et parce que de la même manière, je les guide de cette façon-là. Mais c'est eux qui font. Les retours, c'est très collectif. Je parle sur le ressort de je critique, je propose. Donc
c'est eux qui voient ce que font les autres, et ok, je critique, c'est-à-dire, bon, je trouve que là, tu n'as pas parlé assez fort, Micheline, je propose que tu parles plus fort, enfin voilà, ça peut être des choses aussi basiques que ça, mais voilà, et en fait, ça les responsabilise. Et l'enjeu politique de ça est très important, c'est que c'est une fonction à l'horizontale, et j'essaye vraiment de leur donner les outils de prendre en charge en fait leur propre imaginaire et leur propre rêverie. Et je trouve que c'est absolument essentiel, parce que s'ils peuvent prendre en charge ça, et ben demain, il n'y a rien qui les empêchera de pouvoir prendre en charge leur avenir professionnel, personnel, intime, etc. C'est difficile parce qu'on est avec des gens qui croient qu'ils sont dans la case qu'on leur a dit qu'ils étaient. Enfin, voilà, pardon, c'est pas français, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et en effet, j'essaye de leur donner la possibilité de voir plus grand, en fait, et de penser en dehors de ces fameuses cases-là, parce que c'est pas juste, c'est juste pas juste, absolument pas juste pour eux. Donc voilà. Parce que s'il y a bien encore un endroit où on peut rêver collectivement les choses, c'est le théâtre. Et de la même façon, il va falloir se bagarrer pour tenir ça et le tenir fort. Parce que forcément, si c'est pas nous qui rêvons, et si c'est pas les gens auprès de qui on intervient qui rêvons la société de demain, bah, c'est d'autres personnes qui vont le faire et qui vont pas servir les intérêts du peuple ou les intérêts des gens auprès de qui on intervient. Je sais pas si j'ai... Et voilà. Alors, pour en revenir un peu au thème de cette table ronde sur les tensions et la réciprocité entre intervenants et participants, je pense que ça dépend essentiellement du contexte dans lequel on agit. Il se trouve que mon expérience est solidement basée sur une pratique essentiellement en établissement scolaire. Donc la réciprocité et l'attention émanent surtout d'un rapport de l'élève à l'adulte, sachant, enseignant. Donc ma posture à moi est de leur faire comprendre que certes, je suis dans un contexte d'apprentissage, de transmission, sur une matière ludique et a priori non obligatoire, et qui leur permet d'avoir un rapport à l'adulte un peu débridé. En tout cas, je les autorise à m'appeler par mon prénom, je m'autorise à les tutoyer, et donc déjà, je pense que ça, c'est pour eux, en tout cas pour les plus âgés, c'est-à-dire les terminales et les premières, c'est déjà une forme d'apprentissage de s'adresser à un adulte dans leur cadre à eux, c'est-à-dire chez eux, quoi, dans leur institution, de manière plus libre et sans obligatoirement utiliser les codes qu'ils utilisent avec leurs enseignants. Alors ça, c'est juste au niveau du dialogue. Après, les tensions, elles viennent aussi justement de là parce qu'ils ne sont jamais sûrs de la frontière entre la familiarité et le respect. Donc ça, c'est à moi, en tant qu'intervenante, de leur rappeler les limites entre le fait d'être familier et d'être pas trop impertinent. Et ça, c'est très intéressant, en fait, parce que moi, ça permet, dans mon travail artistique, de présenter la pratique théâtrale comme étant non seulement un jeu de liberté, mais aussi un jeu qui a des lois, des règles, et qui, malgré toute l'empathie qu'on peut projeter sur des élèves mignons, gentils, il n'en reste pas moins que si nous avons des stratégies pour développer notre activité, eux ont des stratégies aussi pour nous emmerder. Et surtout, et c'est pas du tout malhonnête de leur part, c'est-à-dire que tout à l'heure, Maëlle, tu parlais des stratégies de motivation.
en règle générale, il est clair que la plupart des élèves savent très bien que les options sont aussi une sorte de moyenne élevée et qu'aucun intervenant ou professeur ne va se permettre de saquer des élèves sur des notes ou des appréciations parce que ce serait la mort des options. Donc, dans ce cadre-là très particulier, évidemment, il y a des tensions, mais aussi une réciprocité qui est due juste à la rencontre humaine entre un adulte artiste qui vient dans un domaine quand même assez, on va dire, prioritairement dévolu à des enseignants qui rigolent pas tous les jours. Et il y a aussi des tensions parce que, pour vous donner un exemple concret, je travaille dans un établissement privé catholique à Neuilly-sur-Seine. Donc, j'ai un public et des encadrants particulièrement, on va dire, fermes dans leurs principes et dans ce qu'ils attendent du théâtre, à savoir juste une valorisation de l'établissement parce que traditionnellement, il est de bon ton dans un établissement catholique d'avoir une option théâtre, mais concrètement, il y a très peu d'intérêt pour la pratique et pour même pour voilà, pour ce que ça signifie au niveau pédagogique. Donc je me suis et j'ai des restrictions, enfin tacites, hein, mais il est hors de question que je monte du Wajdi Mouawad ou des choses comme ça. Voilà, ça n'existe pas. Donc je suis obligée de piocher, et avec plaisir, hein, dans un répertoire classique qui correspond à leur corpus d'élèves, terminale, première. Alors c'est très intéressant parce que pour moi c'est un exercice de détournement, non seulement parce que je ne peux jamais anticiper le nombre d'élèves que j'aurai, donc effectivement ça me permet moi de travailler sur la démultiplication des rôles, sur une réécriture, bref, de faire en sorte de prendre un texte et d'en faire une matière malléable et de la proposer aux élèves. Mais en dehors de ça, j'ai un malin plaisir à choisir des textes qui tacitement impliquent une réflexion politique de là où ils sont, hein, parce qu'ils sont à Neuilly, et il se trouve que l'année dernière, j'ai monté Grand-peur et misère du Troisième Reich. Alors c'est pas un hasard, pour moi c'était un choix délibéré d'approcher la problématique de Brecht, mais aussi parce qu'on était en pleine euphorie de Bardella, surtout sur les jeunes. Donc il m'importait pour moi de leur montrer, grâce à Brecht, de leur mettre en lumière les processus et les systèmes de pensée de l'extrême droite. Je savais sur quel terrain j'étais, hein. Et de pouvoir ainsi leur donner les moyens de faire un petit déplacement sur ce que le théâtre pouvait dénoncer, c'est pas le mot, mais en tout cas pouvait mettre en lumière, et l'actualité. Donc c'est un exercice très intéressant au niveau politique pour moi, parce que à aucun moment il y a eu dans cette année-là, donc l'année dernière, un questionnement, en tout cas une vraie réflexion sur le système de pensée de l'extrême droite et l'actualité. C'est-à-dire que politiquement, je me suis rendu compte qu'effectivement, non seulement il était très difficile pour des jeunes joueurs ou innocents, comme on dit, de faire le lien entre un texte qui dévoile de manière anecdotique, puisqu'il s'agit à chaque fois de petites scènes dans cette pièce qui révèlent de manière très anecdotique
la façon dont s'immisce la pensée nazie, et eux, comment ils étaient finalement aussi soumis à cette espèce de lavage de cerveau, en étant en admiration devant une posture complètement décérébrée, je m'excuse, et je me suis rendu compte à quel point il était nécessaire d'accompagner tout projet théâtral, tout texte théâtral d'une forme de didactisme pour que le travail que nous faisons en tant qu'intervenants ait aussi une valeur autre que artistique. En fait, c'est pour dire que de toute façon, on parlait d'engagement tout à l'heure, l'engagement, mais il va de soi. Je veux dire, je ne connais pas un seul intervenant ou artiste dans quelque structure que ce soit qui va qui veut parce que on est obligé, sinon on arrête, sinon c'est pas possible. Donc il y a des questions qui ne devraient même pas être évoquées sur le fait de l'engagement ou pas, parce que de toute façon il n'y a pas moyen de faire autrement que de s'engager. Là on ne le fait pas. Mais là c'est vrai que dans ce contexte-là, particulièrement à Neuilly, j'habite à Aubervilliers, j'ai travaillé beaucoup à Bobigny, à Garges-les-Gonesse, dans des contextes mais à l'opposé de ce que je vis à Neuilly, et le fait de me rendre compte que ce sont des deux mondes qui ne se rencontreront jamais m'oblige, par principe ou par je ne sais pas quoi, à travers le théâtre et des textes qui sont magnifiquement écrits, mieux que ce que personne ne pourrait écrire, en l'occurrence Brecht, sur la réalité, sur une réalité qui concerne tous les citoyens. Donc c'est vraiment, pour la question de l'engagement politique, bien sûr, il est personnel, et je pense que chacun a ses opinions, et du coup en tant qu'artiste on développe aussi des choses et on crée des choses par rapport à nos propres opinions, mais il est clair que devant des dangers que peut représenter l'extrême droite, et pas uniquement pour la culture, mais aussi, il est important que là où on intervient, on sache à quel cerveau on s'adresse en fait, et à quelle éducation on a à faire, parce qu'on dit toujours le théâtre c'est super, ça permet de former des citoyens. Ok, d'accord, mais en fait en démocratie il y a des citoyens, ils ne savent même pas ce que c'est que la démocratie. Donc c'est important aussi de trouver à travers des textes le moyen de proposer une réflexion, parfois qui transgresse un petit peu le contexte dans lequel on intervient, mais vraiment de s'y mettre, quoi. Il n'y a pas tellement de risques en fait en France là-dessus, mais moi je sais que j'ai pris un risque de toute façon dans cet établissement, mais c'est ma part à faire en tant qu'artiste en France, pour profiter de ma liberté d'expression et ma liberté d'assurer mes interventions. Ça veut dire que j'ai suffisamment d'expérience et de maîtrise de ce que je fais pour me le permettre. Je ne conseillerais jamais à quelqu'un qui débute de proposer des discussions sur l'extrême droite dans un lycée privé catholique à Neuilly-sur-Seine. Il faut quand même gagner mon lot. Mais ceci dit, c'est là où on peut aussi faire valoir le théâtre. C'est tout ce que j'avais à dire. Là, il y a plein de sujets qui ont été ouverts, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tellement de choses. Je vais essayer de rebondir sur
la transversalité, enfin l'horizontalité, l'engagement et faire parler des mondes différents. Pour ça, je vais commencer un peu par l'histoire de notre compagnie. Au début, c'est l'histoire de ma compagnie, et maintenant, c'est vraiment mieux parce que c'est l'histoire de notre compagnie. Et c'est beaucoup mieux d'être plusieurs que seul. J'ai fait ma carrière de danseur, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, je vais monter une compagnie, ça va être très facile parce que j'ai tourné à droite à gauche. On va me donner des spectacles à faire, ça va être super. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Et par contre, ce qui m'est tombé dessus, j'avais fait déjà quelques ateliers pour les compagnies avec qui je travaillais, et ce qui m'est tombé dessus, c'est plein de projets d'action culturelle. Plein de gens, et donc j'ai dit, bah oui. Je me suis retrouvé avec plein de projets d'action culturelle. Je trouvais des copains avec qui partager mes projets d'action culturelle au fur et à mesure. Et ce que j'ai compris assez vite, c'est qu'il y avait cet engagement politique qui est très fort, dont vous parlez, qui se présentait à moi tout d'un coup, d'aller auprès de publics. Moi, on n'a pas de spécialité dans le sens où on a travaillé avec plein de publics différents, des publics beaucoup en situation de handicap pour moi, mais aussi dans les lycées. Voilà, c'est plein de publics différents. Et Sébastien et moi, là, je vais passer à l'horizontalité. On s'est rencontrés sur un projet sur lequel, d'ailleurs, c'est Sébastien qui m'avait appelé, il en a parlé tout à l'heure, avec des lycées professionnels dans toutes les Saônes et la Seine-et-Marne. Les lycées professionnels en Seine-et-Marne, quand c'est de l'électricité, eh ben, c'est que des garçons. Quand c'est de l'esthétique, c'est que des filles. Il y a une autre chose, il faut dire ce qui est, c'est que des noirs. Et il n'y a pas, voilà. Et Sébastien et moi, à peu près au même moment de notre vie, donc deux hommes blancs de 40 ans, on vient dans des lycées professionnels d'électriciens pour leur dire que c'est important le théâtre, c'est important la danse, c'est important l'éloquence, savoir parler et écrire. Donc, à ce moment-là, politiquement, c'est compliqué à vivre, pour soi, pour eux, pour tout le monde. Et là où il y a... je replongerai sur ce que tu disais au début, c'est-à-dire comment est-ce qu'on plonge à ce moment-là ensemble dans l'inconnu. Et de dire, bon, je ne peux pas arriver avec cette position, il va falloir que je fasse autrement. On va d'abord devoir s'asseoir, on va devoir se présenter, on va devoir faire des cercles, on va devoir se parler pour arriver à faire quelque chose. Au final, moi j'ai plongé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et nous en parlerons aussi, j'ai plongé dans ce travail-là tout en continuant le travail de création pour lequel on se bat avec les ongles et qui est très difficile à mener, et qui, comme on disait en première partie, se nourrit aussi de ce travail-là. Mais ce travail-là, il m'est un peu tombé dessus, et je me suis dit, attention, on pourrait très vite se prendre pour... je vais donner un très mauvais exemple, mais se prendre pour quelqu'un qui aide les autres, et c'est super ce qu'il fait. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Moi, je pense que nous sommes des rouages, effectivement, entre des mondes qui ne se parlent pas. Voilà ce à quoi sert vraiment la fonction première, pas forcément celle qu'on choisit, mais celle entre... Moi, j'ai fait beaucoup de projets pour... et je continue, je vous inviterai d'ailleurs, c'est gratuit, pour la Philharmonie de Paris, pour l'Opéra de Paris, dans des lycées professionnels, avec des jeunes en situation difficile, etc. etc. Et c'est des mondes qui ne se parlent pas. Et donc, d'avoir un artiste, on ne sait pas trop d'où il vient, il fait de la danse, du théâtre, du hip-hop, ce qu'on veut, ça va être peut-être plus facile pour qu'on arrive à faire des projets ensemble. Parce que ces lieux-là, comme le théâtre, ils ont besoin de rappeler à ce qu'on disait à un moment, que le théâtre, c'est un lieu public et que c'est à tout le monde. Et que l'opéra, ça ne doit pas être tout le temps les mêmes personnes qui y vont, ou qui font le spectacle d'ailleurs. Mais voilà, et je crois qu'on est ce rouage-là, et qu'après, dans de là naît cette fameuse tension avec les participants, parce qu'on peut arriver, et même si on arrive, moi j'arrivais en me disant, mais on va être super content, on va proposer de l'atelier de danse. Bah, pas non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils vont pas être super contents, les gamins qui sont, parce qu'on est intervenu aussi avec des gamins d'ITEP qui allaient aller probablement un peu plus tard, ou dans d'autres lieux comme ça, ou dans les collèges de lycées d'électriciens, il nous a dit, je me rappelle tellement de cette phrase, monsieur, moi ça ne sert à rien d'apprendre à parler. Moi je vais brancher des prises chez les gens, donc ça ne me sert à rien.
Et donc, c'est comment est-ce qu'on va engager un dialogue à ce moment-là, et puis comment, en fait, et tu le disais, on va trouver aussi quelque chose d'un peu ludique, et on va essayer de s'amuser ensemble, et à partir de là, faire quelque chose. Mais cette tension, elle est effectivement essentiellement du fait du public qu'on a en face de nous, et j'imagine que donner des ateliers dans un lycée catholique à Neuilly-sur-Seine, c'est une expérience que je n'ai pas, j'en ai beaucoup d'autres, et ça doit être très difficile pour plein d'autres raisons. Mais de la même façon, je pense que l'idée c'est de s'asseoir, enfin moi c'est comme ça que j'aborde cette chose-là, de s'asseoir et de trouver comment on va faire quelque chose ensemble. Et donc après la question de la réciprocité, ça j'aurais plus de mal à développer, mais il y a peut-être des idées. Voilà, je crois que je voulais dire ça par rapport à ça, donc il y a vraiment d'essayer d'arriver avec cette transversalité, d'essayer de la poser, mais elle n'y est pas de toute façon, parce qu'on arrive, on est plus âgé. Pareil, les premiers ateliers qu'on donne dans sa tête, on dit « Ah, j'ai 20 ans encore, je suis comme eux ». Et non, on n'a pas 20 ans, on a déjà 15 ans d'expérience, et on a fait d'autres choses. Et après, le danger, effectivement, et ça c'est vraiment un point que je trouve particulièrement compliqué, pour éviter la familiarité, c'est de trouver sa place, tout en n'étant ni un enseignant, ni quelqu'un qui arrive avec des notes à mettre au bout d'un moment, mais être vraiment, notamment pour des publics captifs, dire ok, on va quand même faire quelque chose ensemble, même s'il n'y a pas de notes à la fin. On va essayer de faire un projet ensemble et de trouver à ce moment-là la fameuse réciprocité, qu'ils y trouvent leur compte et qu'on y trouve le compte. Je sais qu'un danger qu'on avait pu vivre sur une équipe avec qui j'ai travaillé, qui est de dire ah, ça se passe super bien, on avait un moment de résidence avec les jeunes. Alors c'était des jeunes volontaires, mais qui venaient beaucoup de l'école de la seconde chance et de milieux un peu compliqués. Et tout d'un coup, une des participantes s'assoit sur les genoux d'un des encadrants musicaux, et j'ai dû dire non, en fait, on va devoir revenir un step en arrière. Parce que là, sinon, ça va plus être le même projet, c'est autre chose. Et non, mais c'est très important parce que si on casse la barrière, je ne suis pas enseignant et je ne suis pas ton pote non plus, et c'est tout ce rôle-là qui est assez subtil et qui est assez difficile à trouver. Et voilà, aussi pour certains publics établir des règles très basiques, mais sur d'autres publics un peu plus âgés, etc., c'est pas forcément évident. Moi, je prends la parole sur la question de la réciprocité. On a un peu moins abordé. Il y a aussi ce fait de faire du théâtre, de faire un objet artistique, d'appartenir à cet environnement-là, de réflexion, de recherche, qui est quand même un monde un peu à part par rapport à la plupart des gens qui sont peut-être dans quelque chose d'un peu plus conventionnel et qui du coup génèrent un fantasme, etc. Et quand on y est, il y a un partage, quand on est interprète au plateau, quand on monte des projets, on voit qui vient au théâtre voir les spectacles. C'est relativement quand même la même catégorie de personnes. Et je trouve que le spectacle pour tous, finalement, il n'est pas excessivement bien réussi non plus tout le temps. Et le fait de partager en fait, ces actions culturelles, ces ateliers, il y a aussi cet engagement politique. Moi, je sais qu'avant de travailler en tant que porteuse de projet, j'étais longtemps interprète, et j'étais vraiment, vraiment convaincue du fait que d'être au plateau pour tel spectacle, ça avait la même valeur que d'aller donner un atelier au fin fond de la Picardie, parce que la compagnie était implantée là et qu'on était sur un travail de territoire, etc. Et que l'un ne peut pas aller sans l'autre dans la mesure où on a besoin des deux pour garder cet équilibre-là dans nos réflexions, dans notre rapport aussi à ce qu'on crée, au public aussi, et que je trouve ça vraiment dommage quand il m'arrive de croiser des collègues qui, eux, ne veulent pas rentrer dans ce processus d'atelier, parce qu'en fait fatigant, parce qu'en fait trop questionnant, parce que ça prend trop de temps, trop chronophage, et un peu flippant aussi de se retrouver, parce que la question de l'inconnu, évidemment, on ne sait pas trop comment on va s'adresser à ces gens-là, on ne sait pas trop quelles sont nos cartes. En fait, nos cartes, on les crée au fur et à mesure. Moi, je me suis retrouvée dans des projets de ce type-là à 21 ans, dans mon premier contrat avec la compagnie, parce que c'était la politique de la compagnie d'établir des actions telles que celle-là. Puis je ne me suis jamais arrêtée. Et en fait, ça fait vraiment partie intégrante, je trouve, du travail d'artiste, que d'être
sans arrêt dans ce type de relation, toujours. Parce que du coup, ça accompagne vraiment et ça nous permet aussi de garder un pied dans le réel et pas de créer des pièces qui sont complètement hors sol aussi par rapport, aux personnes à qui on s'adresse. Voilà, je me permets aussi. Juste à réagir très vite et essayer de faire court. Il y a une chose tout à l'heure, excuse-moi, ton prénom. Pauline, pardon. Pauline parlait d'engagement, etc. Je crois que, effectivement, tu as raison. Alors, quand tu commences cet engagement qui est. De toute façon, tu es obligé d'y être, parce que sinon tu te fais bouffer. Donc, tu es là. Mais après, il y a aussi une question d'humilité qui a une place très importante. Ce que Martin racontait, ces mômes qu'on a vus, puis plein d'autres qui nous disent mais monsieur, moi j'ai pas besoin de parler, je vais juste brancher de fil électrique. Ou des ateliers qu'on a pu faire dans des quartiers populaires où, malgré plein de publicités et des actions culturelles, on arrive le lundi pour faire des ateliers d'écriture, etc. Et il n'y a personne, 3 lundis de suite, on appelle ça les ateliers du vide, il n'y a personne. On est là et on est des espèces de gouttes d'eau, on ne sait même plus si on est des artistes à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on fait là. Du coup, on allait boire des bières, parce qu'il n'y a personne qui est là. Et on y revient le lundi, on continue. Moi, je me souviens d'endroits quand j'ai commencé vraiment ces ateliers-là. Moi, au début, ça m'emmerdait, au début, moi, les ateliers. J'ai commencé ça pour cachetonner. Et puis après, très très vite, très très vite après, l'échange s'est fait, et puis j'y ai trouvé autre chose, et mon chemin s'est transformé. Et je me souviens d'endroits, comme ce que disaient Martin et Anoucha, sur cette chose, ils vont kiffer. Quoi. On va faire du théâtre, je vais leur faire un arbre, je vais leur apporter des textes, je vais leur parler de poésie, mais bien sûr qu'ils vont kiffer, ils vont me suivre. Je me souviens d'un atelier dans un lycée professionnel, là aussi, où ils n'en avaient rien à carrer. J'y suis, je vais y aller à fond, je les mets en cercle, je cours dans tous les sens. Je dis allez maintenant on fait des pompes et tout, on y va, tout ça. Ils me regardaient en me disant mais c'est qui ce fou? Je continue. Je suis le seul blanc. Ça c'est une vraie vérité politique. Je suis le seul blanc au milieu de plein de personnes de couleur et que je représente pour eux le théâtre français. Je représente tout ça, tout ce qu'on peut y mettre dedans. On pourrait faire tout un débat toute la nuit là-dessus. Et je suis par terre, je fais bon, allez, vas-y, on y va, puis on fait ça, et on va chanter. Et ils me regardent collés contre le mur. Et là, tu te sens seul, mais tu continues. Tu continues parce qu'il faut y aller, quoi. Et en fait, je ne sais pas si vous allez faire ça plus tard. Je vous vois prendre des notes, etc. Je ne sais pas si vous allez faire ça plus tard, mais il faut le faire. Parce que ce que disait Pauline, ce qu'on a tous dit, c'est qu'en fait, tout ça, le théâtre, sur un plateau qu'on fait ces ateliers-là, les temps sont durs, le théâtre a toujours été un endroit de résistance, toujours. Il l'est de plus en plus. Ces ateliers qu'on mène, que vous allez peut-être mener, qu'on mène tous, on est des milliers de comédiens et d'artistes en France à le faire, dans plein de publics différents. Ce que tu dis est vachement touchant, et tout, j'en ai fait aussi, c'est formidable. Et parce que aussi, je crois qu'à un moment donné, ça marche, parce qu'à un moment donné, même si à un moment on te regarde avec un œil en dessous, cette fameuse réciprocité, c'est que c'est pas toi qui réussis forcément ton atelier, c'est la poésie en fait, que tu t'amènes la poésie. Et ça, la poésie, tu peux raconter ce que tu veux. On est champion d'Europe de foot, ok, tout le monde hier, et là c'est la laisse populaire, ce qu'on disait avec Martin, moi je rêverais qu'il y ait tout le Parc des Princes complet et qu'on parle juste de poésie. Bon, ça c'est une utopie. Mais pourquoi pas? Et en fait, c'est juste le fait d'y croire et de continuer à ça. Et à un moment donné, c'est jeune ou moins jeune, voilà, à un moment donné, ça fonctionne. Et dans nos fameux ateliers du vide, et je finirai par ça, où il y avait personne, puis à un moment donné, tu as une personne qui arrive. Il y a une deuxième personne, puis tu commences à écrire des choses, puis il se passe quelque chose. Bon, après, tu ne vas plus les revoir. Et comme disait Didier tout à l'heure, le voyage ne s'arrête jamais là. Il va peut-être se passer quelque chose. Et toi, tu sors, bon, mais tu n'as pas fait un truc d'artiste, quoi. C'est pas une espèce d'engagement, pas un truc, tu rentres pas chez toi en te disant, ouais, c'est bon, je les ai sauvés. Non, tu as juste fait ton taf. Tu as fait ton taf. Tu es dans la société, toi, tu es ce pilier-là. Ouais, pilier, enfin, je sais, c'est bon, mais en tout cas, voilà, tu as cette place-là et tu dois bien la faire. Et malheureusement, aujourd'hui, vous le savez, on le sait tous, ça devient de plus en plus compliqué de tenir ça pour plein de raisons, mauvaises raisons. Donc il faut le tenir et il faut continuer à parler de ça et de poésie. Je crois que c'est important. On
peut-être passer aux questions du public. Vingtaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'avais une question toute simple et assez précise, c'est-à-dire, malgré tout ce que vous venez de dire, et vous venez nous rappeler à quel point parfois c'est difficile, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on arrive à avoir de la continuité? Est-ce qu'on peut retrouver des personnes avec lesquelles on a travaillé et donc on peut imaginer une continuité? Ou c'est toujours au coup par coup? Il me semble qu'Élodie, tu avais parlé de ça, non? Donc, de la continuité. Qu'est-ce que ça change quand il y a de la continuité? Effectivement, parce que dans le projet DENI, effectivement, ça va être la 3e année consécutive que le projet a lieu. 3e année, je vise 2026. Les appels à projets sont balancés, j'espère qu'on va être positif. Donc voilà, parce que c'est pareil, c'est toujours la précarité de... voilà, il faut que tout le monde joue le jeu, il faut aussi une co-construction avec les institutions, etc. On a une municipalité géniale qui veut vraiment s'engager, c'est déjà bien. Mais effectivement, sur la continuité, il y a des enfants qui sont là depuis le début, qui ont poussé vraiment dans tous les sens du terme, en fait, d'année en année, et qui sont des petites stars du théâtre maintenant, enfin, qui sont des vrais moteurs dans le groupe, et effectivement, c'est très très bien. Après, comme c'est un contexte un peu particulier, cette année, j'ai eu une jeune fille qui a fait juste cette année-là, et à la fin qui m'a dit: je ne referai pas de théâtre l'année prochaine. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'elle est réintégrée dans son foyer et que pour elle, ça va mieux. C'est bien le seul cas où je suis contente qu'un enfant me dise: on se reverra pas l'année prochaine, en fait. Mais c'est vraiment un cas particulier parce qu'effectivement, il y a des fois, il y a des enfants qui partent aussi en plein milieu parce que d'un coup d'un seul, leur situation a brutalement changé. Bon, faut se débrouiller, quoi. Faut faire avec. Je vous rejoins totalement sur l'humilité d'ailleurs. Hein. Franchement, c'est... Alors là, c'est un truc total, c'est quelque chose que je disais déjà ce matin. Et oui, en effet, quoi. Mais après, voilà, je reprends l'idée du voyage, en effet, ça fait partie aussi de la chose. Et il faut faire avec ça, et il faut voir aussi, quelque part, l'aspect poétique de ça, de cette rencontre qui a été faite sur ce temps-là, et après, on ne se reverra plus, et peut-être que ça a planté quelques petites graines de je ne sais pas quoi d'ailleurs, à vrai dire, parce qu'on peut projeter des graines d'estime de soi, de choses comme ça. On va peut-être redescendre un peu aussi, peut-être. Et effectivement, juste des graines de quelque chose qui leur sera bénéfique, que ce soit un bon souvenir ou que ce soit carrément, je peux me prendre en main davantage et voilà. Ouais, pour moi, la continuité, elle se voit aussi dans des choses qui m'arrivent, qui sont un peu incroyables, où je fais des projets un peu sur une courte période avec 3 classes de 3e par exemple, il y a 4 ans sur tout à l'heure quelqu'un en a parlé sur Rwanda 94. Voilà, donc c'est un projet un peu costaud parce qu'en plus 3 classes et puis Rwanda 94, le génocide, voilà. C'est un projet qui a demandé énormément d'engagement, avec les autres artistes aussi avec qui j'ai travaillé. Et puis cette année, je vais au lycée de ma fille de manière complètement... je vais au lycée de ma fille, et là je vois 3 des élèves de Rwanda 94 qui passent la spécialité de théâtre au bac, quoi. Et là je fais waouh! Et d'un seul coup, en fait, c'est un voyage aussi. Je pensais tellement pas sur ce projet que j'avais planté des graines parce que j'avais tellement été dans une lutte aussi pour faire adhérer les 3 classes et que de voir ça, c'est après coup en fait. Donc en fait, c'est la continuité, mais c'est la longévité. Et donc la longévité, la pérennité, c'est politique en fait. Et que moi, j'ai 25 ans d'atelier derrière moi et puis de spectacle et tout ça, que je revois aussi des élèves de temps en temps qui sont maintenant et qui font toujours du théâtre en troupe amateur. Et c'est de ça dont on parle aussi en fait. Ces graines qu'on sème et qu'on ne le sait pas. Et c'est assez formidable de se rendre compte de ça en fait.
Juste pour rebondir sur le fait que c'est très politique cette histoire de continuité, parce que les institutions, moi je le vois sur un projet en particulier qui se répète d'année en année, mais ne veulent pas que les mêmes publics reprennent pour dire, c'est le principe d'égalité, qu'il faut qu'il y ait un public plus large qui en bénéficie. Je pense que c'est quelque chose de très questionnable, voilà, vraiment. Dans ce projet-là, l'avantage, c'est que souvent, à la fin du projet, on a perdu quelques participants en cours, donc on rappelle les anciens. Et là, moi, ça m'a permis de voir des continuités très très belles. De jeunes que j'ai rencontrés qui avaient 14 ans et qui aujourd'hui en ont 20. Pour un qui a fait son école de mode, l'autre qui fait du piano dans des bars, qui continue à s'intéresser au texte, à aller voir des spectacles. C'est très important, ça aussi. Voilà, et je rejoins tout ce qui a été dit sur le voyage qui continue. Nous, on croise des jeunes qu'on a connus comme ça, qui sont comme ça, et qui sont venus nous voir en spectacle, et disent, voilà, donc il y a une continuité. On ne va pas se mentir que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même pas mal de jeunes qu'on voit, quand on a la chance de les recroiser, on sait qu'il ne s'est pas rien passé. Oui, moi j'ai posé cette question-là parce que je suis persuadé que ce qui compte, c'est la qualité de la graine. C'est pas une question quantitative. Il faudrait se redire tout le temps que le théâtre n'est pas obligatoire. Enfin, le théâtre, c'est tout à fait normal qu'on le déteste. Enfin, on peut le détester. On peut aimer le foot et pas le théâtre. Et pourtant, il y a de la poésie aussi dans le foot. Hein, je suis d'accord. Bon, mais 1, 2, 3, 15 personnes qui rencontrent le théâtre et qui peut-être ensuite vont l'oublier, mais c'était une expérience importante pour eux. Et la continuité permet de voir la graine qui pousse. Donc je trouve que c'est tout à fait stupide de se mettre dans une logique quantitative. Donc il faut, c'est comme certains ateliers dans les écoles où on ne donne pas le temps à l'intervenant de développer quelque chose. On fait 3 semaines et puis hop, il faut passer à autre chose. C'est stupide, je trouve. Parce que, c'est un peu une grosse critique, il n'y a pas d'évaluation réelle de ce travail d'atelier. Il y a une évaluation sur des dossiers où on coche des cases et on dit 30 personnes ont participé, 40 personnes ont participé. Mais la personne qui valide ce dossier, même sur des projets comme celui qu'on a fait à distance qui a duré 2 ans, n'est pas passé une seule fois voir un atelier. C'est un peu dur à dire, c'est quelqu'un qui travaille pour le ministère et qui pourtant est engagé idéologiquement dans la chose. Mais elle ne va pas venir voir le concret. Et donc on va avoir un tableau. Donc cette question de la continuité, je pense que si des gens, les responsables, voient ça, peut-être qu'ils auront plus de tolérance à dire ok, c'est 10 jeunes qui ont fait ce projet et qui ont envie de continuer, on repart une année. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas. Ouais, moi, je voulais ajouter qu'effectivement, moi aussi, j'ai la chance de pouvoir suivre des élèves de la 6e à la terminale pour ce qui est du cadre scolaire. Donc, c'est important parce que, du coup, je pense qu'ils travaillent aussi sur un souvenir, parce qu'on fabrique des souvenirs. Hein. Pour eux, je pense qu'ils se souviendront probablement toute leur vie d'une expérience théâtrale, au contraire d'un cours d'italien ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que la continuité, elle valorise beaucoup de choses. Elle valorise aussi le regard des encadrants. Je parle des gens qui nous emploient dans les contextes dans lesquels on travaille. Donc elle valorise aussi leur regard par rapport au bénéfice du théâtre. C'est-à-dire que, ben oui, cet élève, il a vachement progressé. C'est-à-dire que c'est visible pour tout le monde, le gain du théâtre sur un élève qui poursuit. Et ça, c'est hyper important. Et je voulais juste revenir sur la notion de réciprocité par rapport à l'esthétique, parce que là aussi, c'est un échange très intéressant, parce que, évidemment, chaque élève, en tout cas chaque joueur, en tout cas chaque participant, a vraiment une projection personnelle du théâtre et de l'esthétique. Or, là, il s'agit vraiment de développer, pour les artistes, en tout cas, développer non, mais en tout cas de mettre en œuvre sa propre esthétique. Il ne va pas prendre l'esthétique de
machin pour la mettre en cours. Il va lui aussi partir de son intime, voilà, de sa propre poésie esthétique. Et là, pour le coup, il y a un véritable échange, un questionnement sur la façon dont notre esthétique est perçue par celui d'en face, ceux ou celle d'en face. Et il y a un vrai débat là-dessus, c'est-à-dire que en dehors du goût, en dehors des valeurs, des principes, il y a à défendre juste de l'artistique, juste de l'esthétique. Et ça, c'est des notions qui sont tellement peu abordées, il manque même presque du vocabulaire pour énoncer des opinions là-dessus, que c'est vraiment la notion d'esthétique, elle est vraiment liée à la réciprocité. Alors évidemment, ça peut créer des tensions, hein, mais en tout cas, là, c'est là-dessus aussi qu'il y a un véritable échange sur, voilà, entre participants et intervenants. Et je pense que c'est un point, l'esthétique qui est, malgré tout, hein, puisque l'esthétique, forcément, dans le contexte dans lequel on est obligé de s'adapter à pas de lumière, enfin c'est mon cas, pas de lumière, pas de loge, rien, hop, t'as tout le monde dans le réfectoire. Donc forcément, j'ai des choix esthétiques qui sont à la débrouille, quoi. Mais quand même, ça peut le faire. Et cet effort-là, de quand même ça peut le faire, c'est déjà leur donner les moyens de comprendre que c'est pas parce qu'il n'y a pas de rideau rouge et pas de dorure que c'est pas du théâtre. Parce que la question est souvent, mais madame, c'est pas du théâtre ça. Voilà, la projection de chacun sur le théâtre est tellement énorme que voilà, il faut vraiment pas éluder la question de l'esthétisme et revendiquer même sa propre, voilà, son propre, voilà, désir de création et sa propre poésie pour dire qu'il y a tous les théâtres du monde dans un seul théâtre et que voilà, tout ça fait sens et que on ne fait pas n'importe quoi. Quelqu'un me dirait-je. D'autres questions? Attends, j'ai le micro, Moi, j'avais une question par rapport aux réceptions des différents intervenants sur les ateliers que vous avez pu mettre en place. La réception des parents, des éducateurs, des professeurs dans le cadre de Brèche aussi. Et bon, voilà, des expériences vis-à-vis de l'après-représentation. Des parents, pas des des retours que vous avez pu avoir post-représentation d'atelier. Ouais, moi, juste, c'est tout frais, ça date de vendredi, sur une dernière restitution qu'on a fait avec la compagnie, avec un lycée. Il y avait un garçon, Dorian, pour ne pas le nommer, je crois qu'il a le syndrome d'Asperger, autiste, qui suivait son cursus normal, un gamin formidable que j'ai eu sur 2 saisons. Et en fait, j'avais pas forcément vu au début qu'il était autiste. Je lui parlais comme à tout le monde, comme aux autres, comme je peux parler à des comédiens professionnels. J'essaie de mettre tout le monde au même niveau. Et c'était le professeur qui m'avait dit, donc il m'avait dit, tu fasses attention, etc. Voilà, il peut faire des fois des crises de panique, etc. Et il en a fait. Mais j'essayais à chaque fois d'englober ça dans le parcours. Et puis vendredi, on a joué, il a été formidable, il était stressé comme pas possible, parce qu'il a plein de tocs, plein de tics, j'avais bien compris ces choses, donc j'allais le voir, j'en jouais même, je me moquais un peu de lui. Et en fait, c'est les parents qui sont venus me voir vendredi soir, et pour parler d'un exemple concret de réception, qui viennent me voir et qui me disent ce qui fait du bien, ce qui a fait beaucoup de bien à Dorian, c'est qu'en fait, là, dans le théâtre, dans cet espace de liberté, vous lui avez parlé comme nous, on aimerait lui parler comme à tout le monde, sans prendre la peine de faire attention
il a, je dis non, c'est pas que je m'en fiche, j'en avais pris évidemment conscience, mais j'essayais d'être le plus naturel, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas voilà, et c'est ce que les parents, un peu en pleurant, me remercient en me disant, voilà, là il se sent comme les autres, il se sent libre et tout ça. Voilà, c'est un exemple concret qui me vient à la tête, parce qu'il est tout frais de vendredi. Exemple concret, moi aussi, j'en parlais un petit peu ce matin sur les deux frangines qui étaient ennemies. J'ai dit que j'en parlerai cet après-midi, donc c'est parfait, c'est le bon moment. Donc ouais, c'était deux frangines qui étaient complètement ennemies. On m'avait bien dit, même l'équipe encadrante, ne les mettez jamais ensemble toutes les deux. J'ai tellement envie de les mettre ensemble toutes les deux, forcément. Et je me suis dit, je trouverai le moment. Je ne sais pas quand. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, ce serait quand même pas mal. Et effectivement, c'était compliqué. Et là, pour le coup, on parle de l'attention, de la réciprocité de ces choses-là, parce qu'elles ont eu beaucoup de mal à intégrer les codes que je voulais mettre en place sur le cadre, justement. Et franchement, il y a des ateliers où le tiers du temps était monopolisé par elles, par leurs disputes. Et il y a un moment donné où en fait c'est super compliqué, on est là, non mais là vous voyez, ok on essaie de régler vos choses, mais là tout le temps qu'on prend à régler ça, c'est du temps en moins qu'on a pour pratiquer avec le reste du groupe en fait. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est pas passé la première fois, mais au bout de la 15e fois ça passe, donc c'est plutôt pas mal. Et bref, et j'écris la pièce de théâtre, et là je me dis c'est bon, c'est le moment, donc on va faire un test. Je leur écris un rôle sur mesure, comme j'ai l'habitude de faire, et je les mets, vous êtes deux sœurs, mais vous devez vous entraider. Ça peste, etc. Machin. Je dis, on essaye, et on voit ce qui se passe. Et je leur ai dit, vous savez les filles, vous êtes sœurs et c'est pour la vie. Donc, vous pouvez faire le choix soit de vous détester, soit de vous entraider. À mon avis, faites ce que vous voulez, je pense que c'est mieux dans votre situation de vous entraider, parce que bon, la vie c'est long, vous savez. Donc voilà. Et elles ont un peu fermé leur caquet ce jour-là. Et la mise en scène s'est très très bien passée. Et alors, moi j'avais déjà oublié ça et tout. Je me suis dit, bon bah voilà, ça fonctionne, c'est très bien. Mais le jour de la représentation, toute l'équipe encadrante d'Eni, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais on n'entend plus parler de Tiffany et Brittany maintenant, elles sont hyper calmes, elles se disputent plus, c'est incroyable. Et ce jour-là, en fait, j'ai eu un peu mes galons d'honneur sur la fondation, en fait, parce que c'était compliqué la première et deuxième année. La première année, Gladys, elle avait un stage professionnel le jour de la représentation, et ça n'avait pas été anticipé. Moi, j'étais comme ça, comment est-ce qu'on fait, en fait, quoi? Pardon. Oui, elle a son stage professionnel de femme de ménage, quoi. Donc, enfin, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Les éduques, ils vont... Enfin voilà, comme si je n'étais pas prise au sérieux, quoi. Et il y a un moment, j'ai fait un all-in, j'ai fait un gros coup de poker en disant, on annule le spectacle. C'est juste pas possible, en fait. Le spectacle ne peut pas avoir lieu sans elles. Elles sont que 4, il en manque une, c'est pas possible. Une table sur 3 pieds, ça ne peut pas fonctionner. C'est tout. Et là, ils se sont démenés, etc., pour lui permettre d'assister et de faire la pièce de théâtre. Voilà, donc, mais punaise, c'est exactement ça. C'est politique. On n'est que là-dedans tout le temps, et en fait, c'est ça qui est à la fois fatigant et en même temps un peu gratifiant, mais bon, faut y aller quoi. Moi, je veux bien prendre la parole sur la réception, justement, pour vous partager un exemple, un événement qu'on a vécu tous les trois et d'autres, avec 5 établissements de handicap, différents types de handicap, et on devait donc faire une année, quasiment une année en fait, du coup, d'intervention, avec une performance du coup au plateau pendant le Covid, etc. Donc, la chose très facile. Par ailleurs, sur la réception, pour passer un peu sur les plaisirs et les difficultés qu'on a reçus, mais sur la réception, l'endroit du théâtre à ce moment-là était le seul endroit de vie qui leur permettait de sortir de leur situation quotidienne aussi. Et c'était un retour qu'on a eu de la part des encadrants, c'est un retour qu'on a eu de la part des parents, des directeurs de structure, etc. Et que je pense que eux, dans leur situation de handicap, mais nous tous dans la vie, on est dans nos bulles, dans nos existences, et que rares sont les moments où on a cet espace de liberté absolue, où tout est possible, et que je pense que quand on met un pied dedans, on y goûte vraiment,
gens qui nous entourent, ça se ressent. Donc pour les gens qui entourent les participants avec qui on travaille, forcément, ils le sentent, ils le ressentent. Et cet endroit un peu exceptionnel de liberté et de plaisir, il est pleinement reçu pour eux, en fait, du coup, au moment où ils observent leurs proches être dans ce genre de situation. Et ça, c'est vraiment gratifiant pour nous de pouvoir être à cet endroit-là aussi. Merci. Moi, je voudrais juste ajouter, parce que c'est tout frais aussi, c'était lundi dernier une représentation avec mes options. Alors, c'est juste un exemple, parce que j'ai d'autres circonstances d'intervention qui sont bien, mais là, c'était drôle, parce qu'en fait, à la fin de la représentation, qui a été bien perçue, mais en fait, je ne perds jamais l'idée que les parents aussi se font une représentation de théâtre, et a fortiori avec leurs enfants. Ils viennent venir voir, a priori, pas forcément entendre et voir du Marivaux, mais voir leurs enfants jouer. Donc, et ça m'est arrivé, donc à la fin de la représentation, bon, j'en avais 22 des élèves, donc à la fin de la représentation, une mère, je félicite une jeune fille qui avait bien travaillé. Je dis super, tout ça. Et la mère était derrière, elle me dit oui, vous comprenez, hein, parce que ma fille, hein, pendant l'année, des fois, elle passait pas, elle travaillait pas. Donc, et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, les parents, ils profitent, enfin, c'est pas qu'ils profitent, mais là, c'était clairement quelqu'un qui s'adressait à moi pour que je me justifie de mon processus à moi d'intervention pour me dire que sa fille, bon, peut-être pendant, on va dire, 5-6 séances, s'était ennuyée parce que je ne l'ai pas fait travailler personnellement. Voilà. Donc en fait, c'est juste pour dire que nous, notre façon aussi de recevoir le public génère aussi une réflexion sur, bon, je ne vais pas expliquer tout le processus par lequel je passe pour arriver à ce résultat-là, donc je vais essayer de répondre à cette dame, par exemple, vite fait, bien fait, pour qu'elle comprenne que c'est ni le lieu ni le moment, pour que j'explique quoi que ce soit sur si sa fille s'est ennuyée pendant 3 séances. Donc en fait, on est toujours un peu sur le qui-vive. Bon, quand il s'agit vraiment de congratulations, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que souvent, les parents projettent tellement des trucs sur leurs enfants, soit ils ne sont pas assez visibilisés, soit ils sont donc forcément ils nous prennent à partie, alors que sinon on n'existe pas, hein, mais ils nous prennent à partie comme étant responsables d'une mauvaise, en tout cas de leur enfant qui ne serait pas assez bien. Alors évidemment, ça remet en question nos choix de distribution en disant bah ouais, mais on va pas leur dire non, mais votre fille est trop nulle, il est clair que je ne vais pas lui donner le rôle principal. Donc c'est un exercice très intéressant dans ce cas-là. Mais ceci dit, les remerciements et vraiment la joie de voir les parents, voilà, le regard illuminé après voilà, la représentation. Enfin, à la fois on sait s'écraser aussi par rapport à ça parce que c'est pas nous, voilà, et à la fois bon, ça nous fait plaisir, quoi, c'est sûr. Bon, merci. Ça fait plaisir, il faut. Merci à vous tous. Vous savez, il faudra quitter la salle à 17h, donc. Merci à vous tous, merci pour vos témoignages, votre engagement. C'est la fin de la journée. Quoi dire d'autre? Déjà applaudir. C'était très chouette.